remerciements. Bertille, je ne la vois pas. Je sais que mon cher collègue Denis Boineau est pas très loin, en place de choix au milieu du couloir de l'allée. Voici Bertille, l'autre co-organisatrice, que je voulais remercier vraiment beaucoup. J'en profite aussi parce que je vais renfiler aussi le costume d'organisateur et de responsable de manifestations scientifiques. Je remercie aussi les administratifs du centre de recherche qui sont là pour nous aider, qui nous ont aussi beaucoup accompagnés dans la préparation, dans nos trajets, dans nos hébergements. Donc je voulais leur destiner aussi ces remerciements. C'est pas la première fois, et j'ai cette chance, c'est pas la première fois que je viens à Lille. Et quelles que soient mes casquettes, pour ceux qui ne me connaissent pas, ma première compétence sur le droit des entreprises en difficulté, ma deuxième compétence sur le droit rural, quelles que soient ces compétences, c'est toujours avec plaisir que je reviens dans le Nord et spécialement à Lille. Moi qui viens du centre-est de la France, qui est une autre région et qui a d'autres particularités, surtout que le poste de Besançon est quand même un petit peu excentré. Donc excentré dans le nord, excentré en centre-est, mais c'est toujours un plaisir et une joie de se retrouver, surtout après quelques périodes de confinement et de pandémie. C'est aussi le plaisir de faire d'autres rencontres, de connaître aussi des plumes que l'on a lues, découvertes au cours de ces dernières semaines. Donc merci pour tout ça. Merci aussi parce que je retrouve le président Feldman à mes côtés, que je fais la connaissance de M. Bonte, et que je retrouve aussi notre procureur préféré, si je puis dire, Christophe Delattre. Donc voilà, alors que vous dire nous sommes après la pause déjeuner, donc le moment le plus délicat de la journée. On vous a dit, appris, présenté beaucoup de choses ce matin, notamment par une explication des textes dont il faut particulièrement souligner la difficulté en raison de la technicité, de la longueur de ces nouvelles expressions juridiques. Donc il va falloir que nous fassions un effort d'appropriation, mais j'ai bien retenu les efforts de lecture intensive que M. Rossi nous a fait ce matin, donc je pense que nous allons y arriver aussi. Voilà, il est parti malheureusement, je voulais remercier aussi Monsieur le député des compléments d'information qu'il a voulu et d'explications qu'il a bien voulu nous apporter, et notamment sur le point vraiment l'importance de la formation et l'information des entrepreneurs. Et la question était venue, alors on fait le lien ou la comparaison avec le médical est très fréquente dans notre domaine, et j'étais jusqu'à me permettre de me dire, mais fallait-il peut-être inventer un substitut du carnet de santé, hein, tout le contexte actuel nous permet cette dérive et cette comparaison, et comme une sorte de parcours permettant à un entrepreneur, le cas échéant, ou à tout entrepreneur, de vérifier s'il a une connaissance de l'existence des différents outils existants, alors qu'ils soient des outils français ou des outils polonais, peu importe, du moment où ceux-ci sont efficaces et nécessaires. Et donc, en fait, c'est vrai que le législateur, globalement, au cours de ces dernières décennies, on se rend compte qu'il se donne bien du mal à rendre ces outils plus performants d'un point de vue juridique, d'un point de vue économique. Et aujourd'hui, on le voit avec l'ordonnance de septembre 2021, certainement aussi d'un point de vue éthique. Donc, on est à la recherche d'un équilibre entre la protection des différents intérêts en présence, et je dirais même de tous les intérêts en présence aujourd'hui. Donc nous avons toutes ces présentations techniques nous ont été ensuite complétées par des analyses fouillées et poussées de toutes ces nouvelles règles, de leurs effets, de leurs modifications, de leur insertion dans le livre 6 du Code de commerce, et bien, qui nous ont été présentées par mes collègues en fin de matinée. Et donc, comme je vous le disais, c'est le moment difficile, le moment de la table ronde, de la pré-pause déjeuner. Alors, avant toute chose, je voulais préciser, puisque j'ai vu que le programme avait été modifié en ce sens, que initialement prévu, nous devions être 4 et je devais être debout ce matin, comme l'ont fait mes chers prédécesseurs.
Mais malheureusement, le président Equipar a été empêché un petit peu en dernière minute. Et je voulais vous dire que du coup, nous avons d'une part modifié le fonctionnement de cette table ronde et qu'en plus, je voulais justement faire un petit brin d'hommage puisque malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui. Je souhaite les meilleurs vœux en ce qui le concerne. Je voulais simplement préciser qu'il est actuellement vice-président de la conférence générale, ça y est, je vais me mélanger dans les mots, conférence générale des juges consulaires de France, c'est ça? Merci, président. Et qu'il est également président d'un tribunal qui n'est pas un TCS. Du coup, je remercie vivement le président Feldman, qui est le président du TCS Lille Métropole, qui est à mes côtés, et qui a été le successeur, qui était le prédécesseur, pardon, le président Equipar est le successeur, donc qui est le prédécesseur du président Equipar, d'avoir endossé, qui a accepté ce complément de mission initialement prévu dans le programme de la table ronde. Parce qu'en tant que président de TCS, il n'est pas seulement le président des grandes procédures, comme on peut appeler ça en pratique. Donc, il a tous les éléments pour nous donner les indications et le retour sur expérience de magistrats utiles et nécessaires pour le bon fonctionnement de cette table ronde. Donc, cette table ronde ne sera composée que de 3 magistrats. Je viens de vous présenter le président Feldman à mes côtés. Ensuite, nous avons M. Bonte qui présentera le rôle et la mission d'un juge consulaire et spécialement d'un juge consulaire de TCS. Et enfin, à l'autre extrémité de la table, le procureur Christophe Delattre, qui n'a plus à être présenté pour les habitués tant il est connu des juristes spécialisés de la matière. Mais pour les étudiants, et j'ai noté qu'il y en avait un certain nombre ici, j'ajouterais que c'est un... Alors je fais un jeu de mots, vous voudrez bien m'en excuser pour mes chers collègues. C'est un professionnel publiant dont la plume est précieuse et précise et qui permet, par ses écrits, de comprendre et d'appréhender la mission du parquet dans notre matière, c'est-à-dire en droit des entreprises en difficulté, et dans tout son déroulement, c'est-à-dire depuis les prémices, depuis la mise en ou la détection de la défaillance, si on peut dire, si on peut se poser la question de définir la défaillance, jusqu'à la clôture de la procédure. Voilà, donc pour ma part, j'ai suffisamment parlé et la table ronde va être rythmée en 3 temps. On va le faire assez successivement et assez simplement. Et en plus, ils se sont placés exactement dans l'ordre adéquat. C'est fabuleux, il faut le souligner. Je commencerai par poser certaines questions au président Feldman, puis j'en poserai d'autres à M. Bonte, et enfin on terminera par la position du parquet avec celle de Christophe Delattre. Monsieur le Président, tout d'abord, je vous demanderai de bien vouloir nous présenter la Confédération générale des juges consulaires de France et tout spécialement ses missions, son rôle et son implication dans la nouvelle ordonnance ou dans les nouvelles ordonnances de 2021. Merci beaucoup, Madame Lebel. D'abord, je voudrais rendre hommage au professeur Voineau, à Bertille Gandour, que j'ai eu le plaisir en son temps, je dirais, d'instruire gentiment sur la prévention des difficultés des entreprises lorsqu'elle était venue me voir au tribunal de Lille Métropole. Merci pour l'organisation de ce colloque qui est véritablement extrêmement intéressante, très dense, avec une journée qui certainement marquera les esprits et tracera des pistes probablement pour l'application de toutes ces mesures extrêmement importantes qui ont été prises par le législateur. Alors la Conférence générale des juges consulaires de France est une association loi de 1901 qui est le seul interlocuteur qui regroupe les 3200 juges consulaires de France qui sont répartis sur 134 tribunaux de commerce sur tout le territoire et en Outre-mer, et qui, en plus, est réparti sur l'Hexagone en 15 délégations régionales. Le président Equipar, à qui je rends hommage aujourd'hui, que je remplace au pied levé,
étant lui-même le président de la 8e délégation régionale qui couvre les cours d'appel de Douai et d'Amiens, et qui par conséquent est le président des 11 tribunaux, je dirais le président des 11 présidents de tribunaux de commerce des Hauts-de-France. Cette conférence générale est l'interlocuteur unique, notamment des pouvoirs publics, et c'est dans cet esprit que nous sommes en attache régulière, étroite, avec notamment la chancellerie. Et puisque vous me posez la question, effectivement, j'en ai discrètement fait allusion ce matin, la conférence générale, très vite, a montré son intérêt pour les évolutions proposées par le législateur, et notamment dans l'esprit de la transposition de la directive Insolvency, à laquelle nous avons été associés par une consultation qui nous avait été adressée par le ministère de la Justice et pour laquelle nous avions rendu des avis, notamment en 2019, d'une part à la chancellerie et d'autre part également au CIRI, à Bercy, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de textes qui sont merveilleusement écrits par la chancellerie, mais qui sont aussi quelque part un petit peu téléguidés par le ministère de l'économie et des finances. Alors c'est pourquoi le CIRI nous a de son côté interpellés sur ce sujet et nous avons explicité toute une série de recommandations et d'avis de praticiens que nous sommes afin que ceci soit pris en compte. Et je me souviens qu'à l'époque, nous avons eu un congrès national qui s'est tenu en décembre 2019 à Paris, où M. Rossi nous avait fait l'honneur d'être présent et où nous avions exposé nos différentes propositions sur une thématique qui était la suivante. Les procédures du livre 6 concernant les entreprises en difficulté sont-elles encore adaptées aux activités économiques ? À ces questions fondamentales, nous avions répondu oui, assurément, pour les préventions, en proposant quelques pistes. Et nous avions émis quelques remarques et propositions sur les procédures collectives, c'est-à-dire les procédures de restructuration, en émettant aussi quelques propositions permettant aux législateurs de pouvoir connaître l'avis de ceux qui utilisent la caisse à outils, puisque c'est le terme qu'on a utilisé ce matin, au quotidien. Alors dans cette caisse à outils, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, il y a plein de choses. Beaucoup d'intervenants l'ont dit. On ouvre la caisse à outils, alors qu'elle soit polonaise, suisse ou ch'ti, c'est exactement pareil. Quand on l'ouvre, on s'aperçoit qu'il y a des outils qui sont, comme je le disais ce matin, encore sous blister plastique. Si je prends les statistiques nationales, d'une année qui correspond grosso modo, je dirais, à ce que on pourrait appeler une année normale, c'est-à-dire 2019, puisque je vais mettre entre parenthèses 2020 qui ne veut pas dire grand-chose. Je l'ai expliqué, il y avait 46 500 procédures collectives ouvertes en France. Dans ces 46 500 procédures collectives ouvertes en France, vous en aviez très exactement 90% qui représentaient des entreprises de moins de 10 salariés. Et dans ces dirigeants d'entreprises qui dirigent des unités de moins de 10 salariés, 95% d'entre eux ne connaissaient même pas l'existence du mot mandat ad hoc ou conciliation. Et donc ne recourent pas et ne recouraient pas à la prévention des difficultés des entreprises. Lorsqu'on sait que sur cette année 2019, comme sur les 20 années précédentes, le taux de succès des procédures de prévention est en moyenne de 75%. Et que, en revanche, les procédures collectives, malheureusement, dans 75% des cas, au bout de 5 ans, aboutissent à une liquidation judiciaire, vous aurez compris de quoi il s'agit. Par conséquent, la prévention, oui, les procédures collectives, évidemment, on peut les améliorer, et la transposition de la directive Insolvency a permis de le faire. Dans la caisse à outils rétablissement professionnel, en 2019, il y en a eu très exactement 279 sur 46 500 procédures collectives. C'est extrêmement peu, vous en conviendrez. Nous n'avons pratiquement... Alors à Lille Métropole, ce n'est pas compliqué. On est un tribunal de 65 juges.
nous couvrons en tant que tribunal de commerce spécialisé des grosses structures à partir des seuils dont on parlera. Eh bien, nous avons eu 0 sauvegarde accélérée, 0 sauvegarde financière accélérée, 0 rétablissement professionnel. Ça veut donc dire que, cela encore, c'est en blister plastique, pour toute une série de raisons que je ne vais pas développer ici. Donc, c'est vous dire qu'au niveau de la conférence, nous avons émis des propositions qui ont pour grande partie été déjà dans l'esprit de la directive et dans l'esprit de la chancellerie, que nous avons approuvé, en insistant quand même sur le côté, toujours, et ça a été expliqué parfaitement bien ce matin, par rapport à l'esprit anglo-saxon, nous sommes dans une législation qui doit faire avec, si je puis dire, en termes d'appareil juridique par rapport au droit social, qui est le nôtre, qui est extrêmement différent du droit social américain notamment. Et par conséquent, confronté à ce droit social extrêmement, je dirais, peu souple, eh bien, les chefs d'entreprise doivent aussi pouvoir évoluer dans ce domaine. Et par conséquent, il faut aussi penser aux créanciers. En 1985, qu'on le veuille ou non, on a privilégié, compte tenu de notre droit social, la pérennité de l'entreprise et des emplois. Et puis les créanciers, on en a quand même tenu compte, mais quand même, acceptons le principe que souvent, dans la pratique au quotidien, le créancier, on s'essuie les pieds sur son paillasson. La plupart du temps, seuls les créanciers très privilégiés sont sains et saufs, si je puis dire, pour le peu qu'ils puissent sauver dans les procédures, sachant quand même que globalement, nous avons actuellement, alors là c'est tout à fait caractéristique compte tenu des formidables aides gouvernementales qu'on a depuis 18 mois, sur 10 ouvertures de procédures collectives, nous avons actuellement 9 liquidations judiciaires immédiates. Donc c'est vous dire qu'en redressement judiciaire, nous avons peu de choses. Et même c'est la première fois que nos chambres de suivi de procédures collectives connaissent des audiences à 0. Voilà globalement sur ces propositions que nous avons faites. Merci, Monsieur le Président. Vous nous avez donné des éléments statistiques intéressants sur les types de procédures, sur l'intervention de la Confédération générale, excusez-moi. Puis, la conférence. La conférence, oui, pourquoi j'ai une confédération. Conférence générale. On n'a pas le droit de se syndiquer. Non, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de risque de confusion. Les éléments statistiques, effectivement, 9 liquidations judiciaires immédiates sur 10 ouvertures de procédures collectives, c'est quand même très interpellant. Effectivement, on avait préparé des questions, mais pour lesquelles on a eu un certain nombre d'éléments tout à l'heure, notamment sur les seuils, on en a parlé. À moins que vous ayez quelque chose en particulier... Je pourrais rajouter simplement que sur les tribunaux de commerce spécialisés, oui, qui sont des seuils qui intéressent évidemment la nouvelle loi sur la restructuration préventive. On en fait grand cas et c'est important. Ces seuils de 250 salariés et donc de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires ou sans seuil de salariés 40 millions, ça concerne 18 tribunaux de commerce spécialisés en France. Ça a évidemment causé beaucoup de polémiques lorsque ça a été institué par la loi Macron. Pour vous donner une idée, un chiffre, en 2020, il y a eu au total, en France, 91 affaires qui ont été concernées par les seuils. 91 affaires pour 134 tribunaux de commerce. Dans ces 91, il y en a eu 19 pour Bobigny, 21 pour Lille et 17 pour Nanterre. Vous voyez, c'est quand même pas, si je puis dire, un chiffre qui doit faire pousser des cris d'orfraie par nos collègues qui n'ont pas la possibilité d'être tribunaux de commerce spécialisés, puisque ça représente quand même peu de choses en définitive. Ce qui veut dire que la loi ici qui s'applique, ce sera à peu près pareil. Donc on va parler d'une loi qui globalement s'applique en moyenne pour les classes de parties affectées à entre 70 et 100 entreprises par an, sachant bien entendu qu'elle est importante, qu'elle mérite qu'on s'y appesantisse, mais globalement,
on ne peut pas dire que ce sera la généralité des cas que nous avons à traiter au quotidien. C'est bien sûr une transposition de directive européenne, avec toutes les précautions qu'a pris notre législateur pour ce faire, et ce matin, ça a été amplement expliqué, et nous l'avons tout à fait apprécié. Mais quelque part, ça va être quelque chose à mettre en œuvre dans des cas relativement limités. Tout à fait. Merci bien. Donc, justement, si on continue dans cette évolution, on nous a bien expliqué que la prévention a été modifiée aussi par l'ordonnance de 2021. Et justement, puisque vous venez de le souligner, il y a très peu de grandes procédures, entre guillemets, avec les classes affectées, beaucoup plus de petites procédures, entreprises individuelles, ou en tout cas entreprises sociétaires de petite taille. Quel est le regard d'un président de tribunal ou du tribunal, puisque vous êtes ici pour représenter le tribunal, sur la nouvelle forme de sauvegarde, sur les classes de parties affectées Alors, on va procéder par élimination, si vous le voulez bien. Bon, dans la loi, nous avons d'abord des améliorations concernant notamment la prévention. Détection, on en a parlé ce matin. La détection, on donne la possibilité au président du tribunal, sur avis du commissaire du CAC, du commissaire aux comptes, pardonnez-moi, voilà, au bout d'un mois, un mois avant, si je puis dire, d'avoir des renseignements très rapidement sur l'état de l'entreprise pour pouvoir prendre toute disposition afin de pouvoir mettre en route la prévention. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, nous n'avons déjà pas attendu forcément tout cela pour se mettre en route et pour essayer par nos propres moyens de détecter les difficultés des entreprises. Et donc essayer le plus en amont possible de venir en aide aux dirigeants. Bon, on en prend acte, c'est très bien. On va pouvoir aller peut-être plus vite. Encore une fois, comme je l'expliquais aussi tout à l'heure, il faut associer avant tout le médecin de famille dont on a parlé ce matin, c'est-à-dire l'expert comptable, pour que celui-ci puisse inciter le dirigeant à aller le plus vite possible au tribunal pour se mettre en règle, si je puis dire, et analyser les causes de ces difficultés pour pouvoir éviter le dépôt de bilan. Alors ça, c'est la détection. Cette détection, c'est quelque chose qui est permanent dans nos tribunaux. Au tribunal de commerce de Lille Métropole, nous avons une cellule détection-prévention. La prévention, c'est 6 juges qui, en plus de leur rôle permanent dans des chambres de contentieux pour éviter les conflits d'intérêts, sont chargés de recevoir toute la semaine, du lundi matin au vendredi soir, tout dirigeant d'entreprise qui souhaite, soit spontanément, soit sur convocation de ma part par lettre recommandée et accusé de réception, suivant un formalisme bien précis déjà qui existe, eh bien, de voir avec le dirigeant, de manière tout à fait strictement confidentielle, la nature de ces difficultés, de distinguer entre ce qui est structurel de ce qui est conjoncturel et de faire avec lui le tri de ces problématiques pour pouvoir trouver la meilleure solution appropriée. Ensuite, il y a le recours au mandat ad hoc et la conciliation. Encore une fois, je l'ai dit ce matin, le gros problème du mandat ad hoc et de la conciliation, c'est que la plupart des dirigeants de PME et de TPE les ignorent. Donc il faut que nous fassions un effort, tous, autant que nous sommes, pour essayer de la vulgariser, de la rendre éligible à ces entreprises. Avec la commission Flash, la commission Richelme, des pistes ont été mises en place. Nous espérons pouvoir continuer dans ce domaine et dans cet effort. Ensuite, la sauvegarde accélérée. La sauvegarde accélérée, effectivement, maintenant, elle est mise en place. Et là, les classes de parties affectées sont systématiques. Par conséquent, cette classe de parties affectées dont on a parlé ce matin, on ne parle plus de classe de créanciers, cette classe de parties affectées va, si je puis dire, pardonnez-moi la mauvaise redondance verbale, va affecter la sauvegarde accélérée, va affecter le redressement ou la sauvegarde normale. Ça va nécessiter de notre part, le point de vue que nous avons, c'est que ça confère à l'administrateur judiciaire un champ d'application et des pouvoirs beaucoup plus importants. Et pour que l'administrateur judiciaire puisse faire correctement sa tâche, il faut qu'il ait de manière correspondante un superviseur important prévu par les textes qui est le juge commissaire. Tout à l'heure, on cédera la parole
à mon collègue Jean-Noël Bonte, qui est référent chez nous de 6 juges commissaires spécialisés. Sur 65 juges, nous avons 6 chambres de procédure collective et 5 chambres de contentieux. Des 6 chambres de procédure collective qui ont à traiter des difficultés des entreprises, nous avons sorti, si je puis dire, 6 juges spécialisés qui ne font que la fonction de juge commissaire spécialisé pour pouvoir consacrer 100% de leur temps à l'entreprise qui leur est confiée, si je puis dire, en management de procédure collective par le tribunal. Et donc, cette loi qui vient d'être mise en place, dont on a vu les aspects extrêmement techniques ce matin, extrêmement fouillés, va nécessiter obligatoirement, par les classes de parties affectées, des juges commissaires particulièrement formés. Particulièrement formés à la fois sur le plan juridique, pour bien connaître toutes les arcanes, et ce sera en liaison avec les organes de la procédure, toutes les sûretés, parce que, comme je le disais de manière un petit peu humoristique ce matin, en procédure collective, au quotidien, nous, notre regard, Madame Lebel, c'est que dans cette belle caisse à outils, il y a beaucoup de choses dont on ne va pas se servir. Et il y a aussi beaucoup de choses qui font que, globalement, il n'y a rien de plus sûr il n'y a rien de moins sûr plutôt qu'une sûreté. Dans le mot sûreté, il y a le mot sûr. Quand vous êtes créancier et que vous voyez dans la nouvelle loi l'ordre, en cas de liquidation, par exemple, de répartition qui va de 1 à 15, à partir du 9-10e rang, vous avez quand même peu de chances de toucher la moindre clopinette. Alors, il y a les subsides en tête. Vous avez ensuite les AGS, et c'est bien naturel qu'elles viennent sur le principe de subsidiarité en bon rang pour percevoir ce qu'elles ont avancé. Ensuite, dans différents classements, vous verrez bien sûr le privilège de New Money, qu'il faut absolument maintenir à un rang intéressant parce que forcément, sinon, on ne trouverait plus d'investisseurs pour prendre des risques. On a parlé aussi du privilège de Post-Money qui, en liquidation, se trouve au 8e rang. Alors évidemment, le chirographaire est au 15e, lui. Quand je disais qu'on s'essuie les pieds sur le paillasson du créancier, souvent, il y a beaucoup de chirographaires. Alors, bien entendu, ces sûretés, on doit les prendre en compte. Bien évidemment, nous aurons à les examiner quand les cas se présenteront, et les juges commissaires spécialisés, spécialement formés pour ce faire, devront évidemment, en liaison avec les administrateurs, faire leur mission. En parallèle, quand il y aura des contestations dans ces plans, nous allons avoir à nommer des experts. Ces experts, est-ce qu'ils seront vraiment experts? Combien on va en trouver? Quel sera le délai de leurs expertises? Parce que souvent, et je m'en plains en tant que chef de juridiction, l'expert c'est cher et c'est long. Donc on aimerait bien trouver des experts pas chers et rapides. Ça ne va pas être simple. Ensuite, à côté de ça, il nous faudra aussi, puisque la loi le prévoit, faire la comptabilité, si je puis dire, de tous les frais inhérents à la procédure de prévention avant d'ouvrir les dossiers et de savoir tout ce qu'on a fait payer aux chefs d'entreprise en amont. Et on nous demande, à juste titre d'ailleurs, de faire un petit peu le récapitulatif de tous les montants qu'on a fait avaler aux dirigeants un peu, pardonnez-moi l'expression, avec le revolver sur la tempe. Souvent d'ailleurs, les dirigeants me le disent. Croyez-vous, Monsieur le Président, que j'ai le choix dans cette période? Et par conséquent, quand par exemple nous apprenons que, eh bien, pour une revue documentaire, ce qu'on appelle un IBR, c'est absolument impératif d'en avoir un pour justifier l'accord des banques quand on est en prévention. Vous n'avez pas d'homologation de conciliation possible si vous n'avez pas la revue documentaire qui a été sollicitée par les banquiers, qui est bien entendu à la charge de l'entreprise. Souvent, je le dis de manière, là encore une fois, humoristique, je leur réponds et je leur répète à l'envi, je n'ai pas besoin d'un rapport de 100 pages, à 1000 balles la page, où les 50 premières pages, c'est pour me raconter l'histoire de l'entreprise que je connais par cœur. Il y a ensuite d'autres pages où celui qui fait le rapport vient à dire « c'est pas de ma faute si les chiffres sont pas bons parce que je les ai pas certifiés moi-même ».
Et ensuite, ce qui m'intéresse, c'est les 3 dernières pages, où vous avez le prévisionnel de trésorerie, où vous avez le prévisionnel d'exploitation, où vous avez la synthèse. Ça, c'est intéressant. Mais ça ne vaut pas 100 000 balles. Et ça, on le fait en général avaler par le dirigeant qui n'a pas le choix. Alors, on va faire la collation de tout ça et je pense que ça attirera quand même l'attention. Et je pense que le législateur a raison de vouloir nous faire ça. Parce que n'oubliez pas que les juges consulaires sont avant tout des chefs d'entreprise qui ont appris qu'un sou, c'était un sou. Et que par conséquent, le gagner, c'est difficile. Autant nous respectons le travail de chacun, autant ces montants sont justifiables, mais encore faut-il le démontrer. Et il faudra être beaucoup plus précis sur ce sujet, encore une fois, dans l'intérêt du débiteur lui-même, pour assurer la pérennité de l'entreprise et faire en sorte qu'à la fin de la prévention et au début de l'ouverture de la procédure collective, nous n'ayons pas une entreprise qui a été rincée littéralement par toute une série de frais, de toute une série de sociétés diverses et variées qui sont en cours, si je puis dire, qui sont à la mode en ce moment et qui, par conséquent, facturent des honoraires importants. Voilà un petit peu notre retour sur ce sujet. On va avoir du boulot, c'est tout à fait passionnant, mais je crois que, encore une fois, ça va concerner combien, statistiquement, je n'en sais rien, peu d'affaires. Nous sommes prêts, évidemment, à relever le défi, c'est évident, mais nous aurons des juges commissaires qui pourront y répondre certainement favorablement. Merci. Il est vrai que, en fait, c'est un petit peu toute une phase d'ambiguïté des dispositions du livre 6. On a notamment sous l'impulsion du droit européen, des très gros coups de projecteur sur les procédures des grosses entreprises et ou des groupes. Mais il est vrai que statistiquement, ce n'est qu'un pourcentage assez marginal du nombre de procédures collectives ouvertes régulièrement en France, quel que soit d'ailleurs le régime juridique, le cadre juridique qui leur est applicable en fonction des différentes réformes. Je le rappelle peut-être pour les étudiants, entre 2005, 2008, 2014, 2019, et j'en ai encore certainement oublié, 2021, et puis toutes celles qui vont encore venir sur le socle de la loi de 1985 codifiée. Mais c'est l'un des particularismes, peut-être des attraits aussi de notre matière, c'est qu'on essaye, et je le soulignais tout à l'heure, d'être en perpétuel mouvement et on essaye d'approcher la perfection si toutefois un jour on y arrivera. Toujours est-il, et je voulais le souligner un petit peu aussi par rapport à ce qui avait été dit ce matin, l'une des caractéristiques du droit français, c'est qu'on a un droit de l'anticipation et du traitement des difficultés, contrairement à des législations qui nous sont proches au niveau de l'Union européenne, qui sont des législations qui ne traitent que de l'insolvabilité. Voilà, ça je voulais aussi un peu mettre l'accent dessus parce qu'effectivement, cette dimension, et c'est là où on a le respect des intérêts en jeu et de l'éthique aussi. On a des dimensions qui sont assez complexes au-delà du simple traitement de l'insolvabilité et du seul paiement des créanciers qui est prioritaire. Alors effectivement, l'état actuel fait qu'on a des mesures qui sont particulières. On a parlé ce matin que l'ordonnance de 2021 était notamment pour partie reprise de certaines dispositions qui avaient été mises en place et adoptées au cours des ordonnances, de ce qu'on appelle les ordonnances Covid-19 de 2020. Et justement, c'est cette période de crise, cette crise un peu, ou cette mesure extraordinaire consécutive à cette pandémie que nous sommes encore en train de vivre. Le législateur a mis en place une procédure de sortie de crise, Monsieur le Président. Sortie de crise, alors je me suis quand même un peu renseignée, j'ai voulu jouer un peu l'enquêteur pour savoir effectivement de quoi je parlais concrètement, si c'était une sympa arlésienne, pour faire un petit clin d'œil à ma collègue du Sud, ou si on pouvait avoir une réalité. Alors d'après les informations qui m'ont été transmises ce matin, sauf, alors elles peuvent être à compléter bien sûr, il y aurait eu 2 saisines du tribunal de commerce de Paris
mais qui n'auraient pas abouti en présence ou en raison de créances salariales qui étaient impayées et qui rendaient impossible le déroulement d'une procédure de sortie de crise. Monsieur le Président, que pouvez-vous nous en dire, m'affirmer, me confirmer mes informations? Est-ce que mon rôle d'enquêteur a été performant ou pas? Et quelle est votre impression, votre ressenti sur cette procédure? Alors, écoutez, je pense que vous avez de bonnes informations. Je ne peux ni les confirmer ni les infirmer. Vous me l'apprenez. Nous, à Lille Métropole, nous n'avons pas encore été saisis d'une demande de sortie de crise, d'une procédure de sortie de crise. Elles ont, d'après ce que vous dites, pas été retenues à Paris. Par conséquent, avec des créances salariales qui étaient dues, c'est un petit peu le même principe que le redressement professionnel, le rétablissement professionnel dont je parlais tout à l'heure. Nous avons eu, nous, des demandes de rétablissement professionnel qui n'ont jamais pu aboutir, tout simplement parce qu'on est parti directement en liquidation judiciaire simplifiée. Pour un tas de raisons, c'est que la plupart du temps, l'entreprise était déjà en cessation des paiements avérés. Par conséquent, là, ici, quel est notre regard sur le texte qui nous est proposé? Bon, on espère qu'elle aura plus de succès que le rétablissement professionnel. Ça nous semble être une mesure qui est un effet d'aubaine pour ceux qui s'apprêtent à devoir rembourser des PGE. On disait ce matin, les messieurs de la Direction générale des entreprises, qu'est-ce que va donner le monde économique dans les semaines ou les mois qui viennent? Est-ce qu'on va avoir un tsunami de faillite ou autre? Bon, gageons que dans la période électorale, préélectorale que nous connaissons, nous n'allons pas avoir beaucoup, si je puis dire, d'excitation de la part des organismes fiscaux et sociaux en assignation brutale et immédiate, sauf cas exceptionnel, avant le mois, je dirais, de juin ou juillet de l'année prochaine, pour les raisons que je viens d'évoquer. Néanmoins, il faut quand même convenir qu'à partir du mois de mars ou avril 2022, pour certaines entreprises, la période de 2 ans de gel de remboursement des PGE va être terminée. Et là, il va falloir passer aux choses sérieuses et discuter avec son banquier pour dire, vous remboursez tout de suite ou vous remboursez sur 4 ans. Or, notre ministre de l'économie, M. Le Maire, a quand même bien précisé qu'il n'était pas possible de prolonger les PGE en termes de durée, sauf décision judiciaire contraire. Alors la décision judiciaire contraire, ça peut revêtir plusieurs cas. Ça peut être la conciliation, par exemple, avec le 1345-3 qui permet de tirer 24 mois de plus. Mais si on veut sortir la confidentialité, puisque tout le problème et toute la réussite des 75% des préventions, je le dis et je le répète, c'est d'abord et avant tout parce que c'est confidentiel que ça réussit, et aussi parce que le chef d'entreprise accepte de revoir un peu son business model. C'est 2 conditions. Mais en parallèle, les autres mesures. Si on accepte de sortir de l'anonymat et d'être en procédure collective, vous avez un PGE à rembourser. Au lieu de payer au total sur 6 ans, vous demandez par exemple, aujourd'hui, en ce moment, on est au mois de novembre, tiens, je vais devoir commencer à rembourser en avril. Mon prévisionnel de trésorerie me dit que ça va être un peu délicat. Qu'est-ce que je fais? Je vais me placer sous protection du tribunal en sauvegarde. Je remplis les critères puisque je suis éligible à la sauvegarde, puisqu'à ce jour, je ne suis pas en état de cessation des paiements. Et cependant, je crains d'avoir des difficultés insurmontables, comme le qualifie la loi, au mois d'avril ou mai prochain. Et donc là, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je vais demander l'ouverture d'une sauvegarde. Avec la nouvelle loi, c'est 2 fois 6 mois. Donc on peut tirer 12 mois pour présenter un plan de sauvegarde avec un remboursement sur 10 ans. Faites le total, 2 ans de gel, 1 an de procédure, ça ferait 3, plus 10 ans de remboursement, c'est à la date du jugement, 13 années de remboursement de PGE. La vie est belle, c'est open bar. Dans le plan de sortie de crise, c'est exactement la même chose. Si vous avez la possibilité d'y recourir et de respecter tous les critères correspondants qui sont faits à dessein pour des petites entreprises, et je salue ce geste. Mais pour ces entreprises-là, il va falloir avoir d'une part un chef d'entreprise sacrément anticipateur qui remplisse les 14 questions préalables
qui est impératif de remplir avant de demander la procédure de sortie de crise. Il faut être à jour de ses créances salariales. Il faut ne pas avoir un bilan supérieur à 3 millions et être en dessous de 20 salariés. Et donc, bien, le focus, c'est des petites sociétés. Il faut avoir un super expert comptable. Et la plupart du temps, on en a parlé ce matin, et j'en discutais avec mon voisin, le président du tribunal de commerce de Douai, on se disait l'expert comptable est quand même quelqu'un qui souvent fait défaut au moment des procédures collectives parce que le dirigeant de l'entreprise n'est pas à jour de ses paiements. Alors évidemment, toute peine méritant salaire, on comprend l'expert comptable. Il faudrait qu'il y ait un privilège particulier pour l'expert comptable pour qu'il puisse terminer les comptes de telle manière qu'ils soient protégés à ce niveau-là. Et ça inciterait encore mieux les dirigeants. Donc si vous voulez, oui, le rétablissement, la sortie de crise, pas mal d'intérêt. Une inquiétude tout de même. Le chef d'entreprise, eh bien, va choisir ses créanciers. Alors, je m'appelle Roger, je suis le copain du patron, et je vais lui dire, dis donc Raoul, il s'appelle Raoul, le chef d'entreprise, dis donc Raoul, t'es pas obligé de me mettre dans la case des mecs qu'il va falloir rembourser sur 10 ans. Et à ce moment-là, Roger, il sera dans ceux qui vont être payés tranquillement. Donc, en fait, le dirigeant choisit ses créanciers. C'est un peu comme le rétablissement professionnel, c'est une question de bonne foi. Alors, évidemment, le législateur parie sur la bonne foi du débiteur. Il joue le jeu. On ne demande qu'à le croire. On ne demande qu'à aller dans ce sens. Mais il nous faudra quand même vérifier tous les critères. Et je peux vous dire que peu nombreux, nous semble-t-il, seront ceux qui arriveront à répondre à ce questionnaire de 14 items importants, sachant qu'en plus, cette procédure est limitée dans le temps, puisqu'elle s'arrêtera au 30 juin 2023. Donc, on croise les doigts en espérant que ça marche. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de toutes ces précisions et de ce retour du point de vue d'un président de tribunal de commerce, de l'analyse et de l'implication de la conférence. Je laisse... voilà, je vais interroger maintenant Monsieur Bonte sur son retour d'expérience en qualité de juge-commissaire. Alors bien sûr, vous savez que la mission première du juge-commissaire, c'est de veiller au déroulement rapide de la procédure et de la protection des intérêts en présence. Est-ce que vous pourriez nous indiquer que signifie cette règle juridique dans votre quotidien? Quelles sont vos applications concrètes? Quelles sont vos difficultés? Et là encore, je vais aussi un peu faire comme je viens de faire directement avec le président. On est un peu tenu par le temps, donc essayez d'être assez concis, s'il vous plaît. Quand le président commence à parler, effectivement, derrière, on a du mal à passer quelques mots. Donc je vous remercie de cette invitation. J'espère que vous n'aurez pas à le regretter. Parce que j'ai l'impression d'être un petit peu un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est-à-dire que les choses très, très précises, juridiquement très complexes. Et moi, je suis au quotidien à devoir m'occuper d'entreprises qui arrivent et qui n'ont pas forcément tous les juristes dont ils pourraient avoir besoin dans leur activité. On est, si je rappelle un petit peu la naissance des juges commissaires, je vais aller très très vite, hein. La naissance des juges commissaires, c'est en fait la juridiction des tribunaux de commerce, c'est une juridiction qui a plusieurs siècles. En fait, ce sont des commerçants qui ont souhaité être les contentieux de commerçants qui devaient se gérer par d'autres commerçants. Donc on est, contrairement à tous les autres magistrats, on est des magistrats élus par nos pairs. Ce qui fait de nous des spécialistes de l'économie, quelque part. Pas forcément du droit, mais de toute façon, en droit, on est capable, comme les autres, de comprendre les textes de loi. Et puis, on est bien entouré. On est entouré par des mandataires judiciaires, par des administrateurs judiciaires, il n'y a pas de souci. Et même des greffes. Alors, je vais commencer par une petite anecdote qui nous est arrivée cette année sur une affaire très importante de plus de 5000 personnes, sur laquelle, qui était en sauvegarde, et sur laquelle on avait une question qui s'est posée très vite pendant la période d'observation. C'était de revendre des fonds de commerce. Et il y avait pas mal d'implantations, il fallait revendre des fonds de commerce. Donc la question s'est posée de savoir comment on les revendait. Ça paraît relativement simple, hein, vente d'un fonds de commerce pendant une période d'observation. A priori, c'est simple. Et bien écoutez, c'est ce qui est étonnant, c'est que les administrateurs sont venus avec une solution, en nous disant la vente des fonds de commerce, c'est juge-commissaire. Les mandataires judiciaires sont venus avec une autre solution. Ah ben non, la vente de fonds de commerce, c'est le tribunal.
Moi, j'avais une troisième solution. Dans certains cas, ça peut être le tribunal, et dans d'autres cas, ça peut être le juge-commissaire. On a passé 2 mois et demi à se creuser la tête. Et on a fini par dire, bon, puisqu'on ne s'en sort pas, qu'on n'a pas de jurisprudence, on va faire appel à la doctrine. Donc on a appelé 2 grands pontes de la doctrine, Lucas d'une part et Lecor d'autre part. On a donc eu les réponses de ces 2 spécialistes de la doctrine, et les réponses étaient totalement opposées. C'est-à-dire que pour les uns c'était le tribunal, enfin pour l'un c'était le tribunal, pour l'autre c'était le juge-commissaire. Bon, c'est là que notre rôle devient relativement important, c'est que nous, on est aussi responsable du fait que les procédures collectives se passent vite. Donc on a pris celle qui nous intéressait le plus, c'est-à-dire le juge-commissaire, et on a fait les sessions de cette façon-là. Mais tout ça pour dire que plus les textes de loi sont compliqués, plus on peut avoir des solutions à des questions qui sont posées, et c'est relativement inquiétant. Et plus il y aura des textes compliqués, et plus les spécialistes trouveront des failles, ce qui est toujours un petit peu embêtant, parce qu'en fait, on sort un petit peu à la fois de la vraie justice, quelque part. Bon, j'en reviens à mon métier de juge-commissaire spécialisé, sur la partie procédure collective. En fait, on fait très peu de jugements en tant que juge de procédure collective. Nous, on est là pour accompagner les entreprises dans une reprise potentielle. Les jugements, c'est des ordonnances, c'est des gestes relativement simples à faire, des jugements relativement simples à faire et sur lesquels on a l'accord des parties, sauf dans le cas des revendications, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc aujourd'hui, on accompagne, et le problème, c'est qu'on a un problème d'image énorme au niveau des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a 2 mots qui ne vont pas du tout, c'est juge et tribunal. C'est-à-dire que le dirigeant, il a toujours peur de venir au tribunal parce qu'il a peur de se dire on va me juger. On va regarder pourquoi j'ai fait ça, ou pourquoi j'ai fait ça. Et notre problème, il n'est pas là du tout. Le problème du juge-commissaire, c'est de voir comment on peut arriver à s'en sortir pour que la société puisse repartir. Parce que nous, en juge-commissaire spécialisé, on n'est qu'en redressement. Alors la problématique qui se pose, c'est que comme les dirigeants ont un peu peur de venir au tribunal, ils viennent tard. Quand ils viennent tard, en général, c'est parce que la situation est très, très mauvaise. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup trop de liquidations par rapport à ce qu'on pourrait avoir en redressement s'ils étaient venus plus tôt. Donc il y a une bonne chose qui fonctionne bien, comme l'a dit tout à l'heure le Président, ce sont les conciliations, mandat ad hoc, c'est tout ce qui est avant le tribunal de commerce. Mais ce qui est très dommage, et moi, quelque part, je n'aime pas m'appeler juge, je peux vous dire que la première chose que je fais quand j'ai une affaire qui m'est présentée au tribunal, c'est que je retire ma robe, je vais chez le débiteur et on parle dans ses locaux de sa problématique. La première fois qu'on les voit, c'est dans la chambre de conseil, avec 3 juges en robe, un autre juge-commissaire, un procureur, le greffe, etc. Je comprends que les gens soient paniqués. Et d'ailleurs, les seuls qui ne sont pas paniqués, entre parenthèses, sont ceux qui connaissent le tribunal de commerce et qui ont tout préparé. Donc là, il n'y a pas de problème. Ceux-là, ils n'ont pas peur. Ceux qui ont peur, c'est ceux qui, en général, rien à se reprocher. C'est ça qui est assez extraordinaire. Donc sur la période d'observation, je vais dire quelques mots sur la période d'observation. Je vais essayer d'aller vite, Mme Lebel. La période d'observation, elle est destinée à 3 choses en particulier. Enfin, la première chose, c'est faire en sorte que l'entreprise, elle revienne à l'équilibre. Donc on a une première chose qui est à faire, c'est regarder quels sont les foyers de perte. Ça se traduit en général par des arrêts d'activité et des licenciements. Et donc c'est la première chose, c'est qu'il faut montrer au tribunal qu'on est capable de refaire du profit. La deuxième chose, et ça c'est rarement fait, c'est de voir pourquoi on est tombé en redressement judiciaire. Et là c'est compliqué, parce que les dirigeants ont un peu de mal à se dire c'est de ma faute. Ils ont plutôt tendance à dire c'est les gilets jaunes, c'est le Covid, c'est la grève SNCF, etc. Ils ont du mal à se retourner vers eux en disant qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas. Parce qu'en fait, ces gens qui tombent en redressement judiciaire, ce sont des gens qui sont dans un contexte économique connu. Où il y a des gens qui fonctionnent bien. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils sont arrivés là, c'est un petit peu de leur faute. C'est peut-être un manque de fonds propres, il y a plein de raisons particulières, mais je dirais que quelque part, il faut savoir pourquoi ils sont arrivés en redressement judiciaire. Donc, en général, ça se traduit par quoi ? Il faut que le dirigeant change un peu ce qu'il pense de son business. Il faut revoir son modèle économique. Ça, c'est un peu compliqué parce qu'on doit faire ça dans une période de 12 mois. Donc, il a déjà supprimé les dettes. Ensuite, il faut qu'il revoie son modèle. Et après, simplement, si tout ça convient, on va faire des beaux prévisionnels et on va partir en plan. Mais il faut bien voir que ces sociétés qui sont en plan,
en période d'observation, on leur a retiré une partie de leur business. Parce qu'on a dit, on va supprimer les foyers de perte. Donc déjà, ils ont moins de chiffre d'affaires. 2, il va falloir qu'ils fassent, cette fois-ci, qu'ils gagnent de l'argent, qu'ils n'en perdent plus. 3, il va falloir qu'ils en gagnent suffisamment pour investir. Parce que derrière, il faut que l'entreprise elle reparte. Et 4, il va falloir qu'ils payent leurs dividendes. Donc c'est un changement de paradigme complet pour le dirigeant. Et si on n'arrive pas suffisamment à faire en sorte que leur nouvel modèle économique fonctionne bien, ben on a toutes les chances de se retrouver quelques années après avec le dirigeant qui doit rompre son plan. Il ne peut pas arriver à rembourser ses créanciers. Donc c'est une période qui est quand même une période relativement compliquée parce qu'on lui met, dès le plan, on lui met une sorte de boulet au pied. Alors, à l'autre extrémité du spectre, on trouve les entreprises avec des milliers de salariés. Alors là, je peux vous dire, c'est intéressant. Quand on a des procédures de ce type, on a autour de la table 2 administrateurs, 2 mandataires, des avocats, des conseillers fiscaux, des commissaires aux comptes, on a tout ce qu'il faut. Donc on ne peut pas faire une réunion à moins de 15 personnes. Bon, je peux vous assurer que dans ce cas particulier, les procédures sont très bien travaillées et que les solutions, elles arrivent. En fait, malheureusement, elles arrivent trop souvent au bénéfice des actionnaires et des dirigeants, alors que le Code de commerce, il précise bien que c'est activité, salarié, créancier. Créanciers, on les oublie un peu souvent. Enfin bon, à la limite, c'est le travail de l'ensemble des professionnels qui sont autour de la table de trouver la solution pour aller au plan, parce que l'objectif, c'est quand même d'aller au plan. Alors, la survie d'entreprise, donc ils ont le même problème que les petites entreprises, c'est-à-dire remettre l'entreprise à flot, faire en sorte qu'elle sorte du bénéfice, trouver un nouveau modèle économique. Et il y a une troisième chose qui est faite dans le cas des grandes entreprises, c'est qu'on va travailler sur quelque chose qui, effectivement, c'est le boulet. On travaille sur le passif. Donc vous allez avoir, en général, les administrateurs judiciaires qui vont aller voir les créanciers, et c'est là qu'on retombe un peu dans le thème du colloque, qui vont aller à la créancier en leur disant si vous ne voulez pas baisser votre créance, on ne va pas pouvoir aller au plan, donc on va aller soit vers la cession, vers la liquidation. On est un petit peu à la limite du chantage, mais ça marche. C'est-à-dire qu'il y a quand même, enfin je dis un peu à la limite, non, on est complètement dans le chantage, mais ça marche. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de créanciers qui diminuent par 2 leurs créances, par exemple, en disant si vous partez en plan, on va vous payer tout de suite une grosse partie, mais à ce moment-là, vous abandonnez tout le reste. Bon. Donc c'est le fonctionnement normal, mais ce type de fonctionnement ne fonctionne que pour les très grosses entreprises. Pour les petites, je rappelle qu'elles n'ont pour travailler avec eux qu'un mandataire judiciaire qui, lui, n'est pas chargé de regarder l'activité de l'entreprise, il est chargé de voir le passif, et un juge commissaire. Et là, quelque part, c'est le juge qui n'a pas le droit de donner des conseils. C'est-à-dire que si un juge commissaire, s'il donne des conseils, il engage l'État français. Donc on n'a pas le droit de donner des conseils. Donc la petite entreprise, elle est un peu coincée parce que si le dirigeant est tout seul, ou il n'y a pas beaucoup de monde autour de lui, il ne va pas savoir comment s'en sortir. Et il n'y aura personne pour lui dire ton passif, tu peux le changer ceci, etc. On ne peut pas le faire. Donc là-dessus, moi, si un jour on devait faire des modifications au niveau du Code du commerce, moi j'aimerais bien qu'à la limite, on puisse avoir des administrateurs, des petits administrateurs qui ne coûtent pas cher, mais qui puissent éventuellement aller voir ces dirigeants pour leur dire voilà ce que vous devriez faire. Je pense que vous devez changer votre activité comme ça. Vous réfléchissez à ce que vous venez de faire. Ce n'est pas le boulot du mandataire. Alors ça peut être le mandataire si on les forme. Pourquoi pas? Ça peut être une évolution du travail du mandataire. Mais il y a quelque chose à faire dans le domaine parce que ces petites entreprises, elles risquent tout simplement de se retrouver. Alors si elles ont de la chance, elles vont aller en plan. Puis 2 ans après, elles vont dire ben non, je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas arriver à être équilibré parce qu'ils sont quand même en milieu de concurrence. Donc effectivement, c'est un petit peu compliqué pour eux. Bon, et en ce qui concerne, donc, au niveau des petites entreprises, je vous dis un petit peu, je pense qu'il faut que je fasse changer un petit peu les choses. Au niveau des grandes entreprises, tout ce que vous avez vu depuis ce matin est très intéressant, mais qu'est-ce qui se passe réellement au niveau des grandes entreprises? En fait, pendant 6 mois, 8 mois, on va négocier avec les créanciers. Et donc, on va négocier avec les créanciers pour arriver à une solution. Donc, alors là, on a plus de possibilités encore de négociation, parce qu'il y a encore plus de possibilités au niveau de la loi. Mais je dirais quelque part, l'objectif, c'est quand même, j'ai terminé.
c'est quand même l'objectif, c'est quand même de faire en sorte que les accords qui sont pris rentrent dans la loi. Donc, parce que la loi, c'est important. Donc, on va prendre des accords avec les créanciers, entre les dirigeants, etc. Et on va faire ça rentrer dans la loi au chausse-pied. Mais on le fera rentrer. Donc, moi, personnellement, en tant qu'homme de terrain, pour en conclure, moi, j'ai dit simplifiez, s'il vous plaît, le code de commerce au maximum. Et faisons en sorte qu'on laisse les choses se faire en période d'observation, dans la mesure où c'est là qu'on essaie de régler tous les problèmes. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Alors, j'ai noté un élément important, effectivement, qui met en avant toute la difficulté de la mise en place d'un plan qui puisse aboutir positivement. C'est qu'en fait, on est dans une entreprise, effectivement, comme vous le soulignez à juste titre, en quelque sorte en situation d'échec. C'est-à-dire qu'on a une machine à créer du passif et on va lui demander en un temps relativement court, et ce, quelle que soit sa taille d'ailleurs, à devenir une entreprise super performante de telle manière à ce que, d'une part, elle ne crée pas plus de passif, c'est-à-dire qu'elle soit rentable et qu'elle crée des bénéfices, elle engendre des bénéfices, mais en plus qu'elle soit super performante de telle manière qu'elle produise des super bénéfices destinés à permettre l'apurement de ce passif sur la durée légalement permise. Donc en fait, c'est un peu le pari de l'impossible, mais l'état du droit en est ainsi. Et je soulignerai un autre changement, j'en profite parce que nous avons des dignes représentants de la chancellerie, de votre proposition de changement. Donc voilà, le prochain texte de loi, vous avez d'ores et déjà une nouvelle proposition. Le juge commissaire, il faut le débaptiser pour le rebaptiser autrement. Alors je ne sais pas, on a une proposition négative, on n'a pas encore la proposition positive. Donc on vous attend sur ce retour de nomination, de dénomination. Je vais y travailler. J'ai pas parlé d'un point, mais qui est un point qui est franco-français. C'est qu'en fait, les dirigeants d'entreprise, ils ont honte de déposer le bilan. Et ça, c'est dramatique. C'est une expérience en dépôt de bilan. C'est pas forcément quelque chose de grave. Et en France, quelqu'un qui dépose le bilan, on en fait encore de la publicité en ce moment à la télévision en disant « Ah, vous allez déposer votre bilan, c'est grave ». Non, c'est pas grave. Mais c'est tout un état d'esprit qu'il faut changer. On en parlait aussi ce matin, effectivement, sur l'origine étymologique de l'assurance de dette et de toute cette culpabilisation qui est un petit peu autour de tout ça, qui ne favorise pas la notion, la mise en place des solutions de prévention et l'anticipation dans le traitement des difficultés. Merci beaucoup pour ces interventions riches et votre retour avec votre compétence en matière de pratique des procédures de prévention et des procédures collectives. Je vais passer la parole sans attendre à mon voisin qui est à l'autre extrémité de la table, que j'ai présenté tout à l'heure, donc je ne le représente pas pour gagner du temps. Sans attendre, sans transition, monsieur le procureur, je suis petit Dieu, je vous... Merci Christine. Alors tout d'abord, effectivement, merci à Bertille Gandour et Denis Oineau de m'avoir sollicité pour intervenir dans ce colloque régional pour moi. C'est toujours intéressant pour nous magistrats de sortir de nos palais de justice et de rencontrer les professionnels. Alors, je vais vous donner mon point de vue du magistrat professionnel que je suis et je vais tout de suite aller droit au but. Le ministère public, c'est pour moi l'organe de contrôle du dispositif de sortie de crise. Alors, tout d'abord, chère Christine, je te remercie de me donner la parole en respectant le cadre légal. En effet, dès lors que l'on demande à un magistrat du parquet qui intervient en qualité de partie jointe de donner un avis, il intervient en dernier en application de l'article 443 du Code de procédure civile. Mais comme je suis respectueux du dispositif, mes contradicteurs pourront aussi rebondir après mon avis. Alors, il faut faire un constat qui me paraît important concernant les nouvelles dispositions, à savoir que ces nouvelles dispositions mettent à nouveau en évidence le rôle très important qu'a souhaité donner le législateur au ministère public en sa qualité, d'une part, de garant de l'ordre public économique, mais également d'organe de contrôle de la régularité de la procédure. Alors, j'ai souhaité simplement attirer votre attention sur 2-3 points sur lesquels il me semble que le magistrat du ministère public devra faire attention dans les procédures qui lui seront soumises, puisque ces procédures vont se dérouler
en sa présence. Alors, concernant la première procédure, la procédure de sauvegarde accélérée, on sait que c'est une procédure qui va être demandée par le débiteur, qui est précédée d'une procédure de conciliation, et donc la présence du parquet sera effectivement effective. Il devra être là. Si effectivement une procédure se passait hors présence du ministère public, il y aurait bien évidemment la possibilité de faire annuler la procédure. Donc n'oubliez pas le parquet, qu'il soit convoqué, qu'il soit entendu sur cette nouvelle procédure. Il y a des choses après qu'il va falloir que le magistrat du parquet puisse vérifier. Tout d'abord, cette procédure ne peut être ouverte qu'à l'égard d'un débiteur dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert comptable. Cela passe donc par un préalable, vérifier que l'entreprise qui va solliciter le bénéfice de cette nouvelle disposition respecte ses obligations légales en matière de tenue de comptabilité. Il est évident qu'une carence à ce niveau-là empêchera toute certification et l'absence d'établissement de la comptabilité par un expert comptable sera un obstacle insurmontable et il ne pourra pas bénéficier de cette procédure. Un autre point mérite attention, le tribunal statue dans ces conditions sur l'ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur relatif au déroulement de la procédure ainsi que sur les perspectives d'adoption d'un plan. Mais quid des dispositions de l'article L611-15 du Code de commerce qui prévoit la confidentialité? Parce que, est-ce que cette confidentialité, elle va être levée? Parce qu'on va avoir effectivement un conciliateur qui va évoquer des choses, des aspects de la procédure qui ont été abordés dans le cadre d'une procédure confidentielle et qui maintenant va devoir sortir, entre guillemets, du chapeau de la confidentialité. Donc il m'apparaît évident, mais là on n'a rien pour l'instant sur le texte, on va peut-être attendre la circulaire, peut-être qu'on va nous aiguiller là-dessus, mais il m'apparaît évident que si effectivement on demande au conciliateur, et c'est la loi, de nous faire un rapport sur ce qui s'est passé dans la mesure préventive, bien évidemment, il me semble que le tribunal va devoir lever la confidentialité, parce que sinon ça va me paraître, quelque chose qui va me paraître un petit peu compliqué, surtout si vous avez à l'audience un parquetier qui va commencer à poser des questions sur cette curiosité procédurale. Comment on peut évoquer quelque chose de confidentiel si on ne lève pas la confidentialité? Autre point qui m'apparaît important aussi, c'est l'article L628-5 du Code de commerce qui prévoit notamment que le ministère public pourra saisir le tribunal à l'effet de mettre fin à la procédure de sauvegarde accélérée s'il est établi que le débiteur se trouvait en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours lorsqu'il a adressé ou remis la requête prévue à l'article L611-6 du Code de commerce. Cette disposition peut être juridiquement redoutable parce que ça peut faire effectivement mettre un frein à l'orientation procédurale envisagée. Et on revient effectivement sur quelque chose qui est extrêmement important pour moi, magistrat du parquet, c'est le respect des critères d'ouverture qui vont devenir pour moi un élément très important et notamment un enjeu de taille, s'assurer effectivement que lors de l'ouverture de la procédure de conciliation par le président du tribunal de commerce, les critères ont bien été vérifiés et cette disposition qui permet effectivement au ministère public, je dirais, de mettre un terme à cette procédure de sauvegarde accélérée démontre bien effectivement qu'il a un rôle important en matière de contrôle sur l'ouverture de la procédure de conciliation. Et ça recentre aussi, et c'est important pour le président du tribunal de commerce qui va ouvrir une mesure de conciliation. Alors, j'entends, Monsieur le Président Fellman, ce matin, effectivement, laissez-nous faire. On parle de pragmatisme économique. J'entends toutes ces notions, bien évidemment, mais le pragmatisme économique, c'est une chose, mais il ne faut pas non plus qu'on se trouve dans des situations où les critères d'ouverture n'ont pas été respectés. Et que je rappelle quand même que la conciliation, c'est une procédure judiciaire, qu'elle repose sur des règles, et que quand on s'oriente vers une procédure qui n'est pas la bonne, on perd du temps, et surtout, on obère les chances de redressement de l'entreprise. Alors, fort heureusement, et c'est surtout ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le président du tribunal de commerce, quand il ouvre une conciliation, c'est un homme ou c'est une femme qui est seule, hein, on lui donne des éléments, il a le débiteur, son avocat, l'expert comptable, il doit faire le tri sur l'ensemble des éléments. Il n'est pas à l'abri, effectivement, que la présentation du dossier ne soit pas forcément la réalité de la situation. Il faut faire extrêmement attention, mais ça renforce, me semble-t-il, le rôle prépondérant du président du tribunal
de commerce ou judiciaire, hein, puisque ça s'applique aussi, pour l'ouverture de la procédure. Alors là encore, quels vont être, peut-être que la circulaire nous donnera des éléments sur les conditions dans lesquelles le parquet va pouvoir intervenir pour vérifier ça, mais sinon on a déjà la jurisprudence qui est venue expliquer un petit peu quel pouvait être l'angle d'action du ministère public pour vérifier notamment tous ces éléments-là, et c'est notamment quand on lui demande son avis sur la rémunération du conciliateur dont la désignation est envisagée, et c'est par cet angle effectivement que le ministère public pourrait éventuellement faire valoir ses observations. Autre point important, c'est l'article L621-3 du Code de commerce. Vous connaissez tous les délais en matière de durée de période d'observation, 6 mois, plus 6 mois à titre exceptionnel. Or, cette prolongation exceptionnelle de 6 mois est supprimée par l'article 13 de l'ordonnance quand nous sommes dans le cadre d'une sauvegarde accélérée. Alors là, effectivement, c'était un élément extrêmement important parce que ça veut dire qu'au bout de 12 mois, il faut qu'on sorte de la procédure. Donc ça veut dire qu'il faut l'anticiper. C'est pas le 11e mois, le 20e jour du 11e mois qu'il faut commencer à se dire on fait quoi, vers quelle solution procédurale on s'oriente. Donc ça, il faut vraiment que pour les professionnels de la solvabilité, il y ait une anticipation de la procédure. Et puis il faudra aussi, ça sera le rôle du ministère public, de veiller et de s'assurer du respect de cette durée de procédure. Alors, petit clin d'œil à l'égard des professionnels de l'insolvabilité et de certains tribunaux, je sais qu'ils savent que je sais qu'ils n'ont pas qualité pour le faire, mais j'ai déjà vu des décisions de justice où tant les AJMJ que le tribunal sont passés outre l'absence de saisine du ministère public pour une PO exceptionnelle, donc ça c'est pour les procédures après, alors que c'est quand même une procédure attitrée. On a de la jurisprudence là-dessus, donc voilà, il faut aussi que le ministère public veille au respect de ce cadre légal, parce que là encore, nous avons un cadre légal à respecter, et ça me paraît important. Donc ça, c'était les observations concernant la procédure de sauvegarde accélérée. J'en viens maintenant à la procédure de sortie de crise. Alors là aussi, on a évoqué ce matin les critères d'ouverture, c'est notamment l'initiative exclusive du débiteur, avec des critères spécifiques qui ont été prévus. Ça concerne un débiteur, effectivement, qui doit rencontrer un problème qui peut être traité dans le cadre d'un moratoire. Donc il s'agira principalement de difficultés conjoncturelles en lien avec la crise sanitaire et au financement de l'activité. Donc, bien évidemment, les entreprises structurellement en difficulté ne peuvent en général obtenir le bénéfice de cette nouvelle procédure. Alors, la difficulté sera très simple. C'est surtout notamment pour le magistrat du parquet, mais ça doit être aussi l'optique du tribunal qui aura à statuer sur la demande, c'est éviter les détournements de procédure, parce que, là encore, on est dans les critères ou on n'est pas dans les critères. Et ça, ce n'est pas du pragmatisme économique, c'est l'application de la loi. Donc ça, c'est le premier point. Il y a aussi un contrôle qui, pour moi, sera extrêmement important à faire et lequel devra surveiller le ministère public. Alors, outre les pièces sollicitées à l'article 13 de la loi de mai 2021, il y a notamment tous les éléments concernant la comptabilité et les comptes annuels du dernier exercice qui doivent être déposés. Là encore, on devra effectivement être très précis et très strict sur le sérieux des documents comptables qui sont communiqués. Il est évident aussi que les documents comptables tiennent là aussi une place prépondérante dans ce dispositif. Ça passe bien évidemment par une comptabilité tenue conformément aux dispositions légales. On a aussi dans cette procédure la possibilité, s'il y a un doute, de s'orienter vers une enquête préalable. Donc ça, on peut imaginer aussi le ministère public qui sollicite une enquête préalable avant l'ouverture de la procédure pour vérifier effectivement si on a bien tous les critères. Mais généralement, notamment pour ce type de procédure, si effectivement on doit s'orienter vers une enquête préalable, ça veut dire qu'on n'a pas tous les éléments. Ça veut peut-être dire aussi que la présentation du dossier n'est pas correcte. Donc là aussi, il faut que les conseils des sociétés qui vont demander le bénéfice de cette procédure veillent à remettre un dossier complet qui permette notamment de procéder à toutes ces vérifications. Cette nouvelle procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur en état de cessation des paiements et qui dispose de fonds disponibles pour payer d'une part ses créances salariales échues et d'autre part justifie être en mesure d'élaborer un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise. Donc là encore, c'est des critères très stricts et il faudra passer au crible ces éléments pour savoir si oui ou non les éléments communiqués rentrent dans ces critères pour nous permettre, si on peut, ouvrir cette procédure collective.
Parmi les informations que doit communiquer le demandeur, il y a aussi lieu d'attirer l'attention sur les professionnels de l'insolvabilité quand l'entreprise exploite, ça c'est un aparté, une installation classée, où là effectivement il y aura des obligations très strictes à respecter pour éviter notamment des difficultés. Même problématique que j'évoquais concernant la procédure de sauvegarde accélérée, c'est que si la procédure de traitement de sortie de crise est faite alors que l'intéressé était engagé une procédure de conciliation, là aussi on nous dit qu'il faut que le conciliateur il puisse établir un rapport et être entendu par le tribunal. Donc là je pose aussi la question, comment on va faire sur ce problème de la confidentialité? Si elle n'est pas levée d'entrée de jeu par le tribunal, ça va pour moi poser un souci. Si c'est confidentiel, c'est confidentiel. Sinon, les mots n'ont plus un sens. L'ouverture de la procédure est faite en présence du ministère public. Il faudra effectivement veiller à respecter tous les critères, tous les éléments pour cette ouverture. Là encore aussi, il devra s'assurer du respect du délai. Autre point de vigilance concernant le parquet que j'ai pu lister, où là aussi il faudra faire très attention, c'est que c'est l'article 13, grand 2b, le débiteur établit la liste des créances qui n'est pas vérifiée. Donc on part du principe que le débiteur c'est quelqu'un de bonne foi, mais on n'est pas à l'abri non plus d'être face à quelqu'un qui pourra nous présenter une situation qui ne relève pas notamment de la réalité de la situation. Et peut-être qu'un jour, on se retrouvera dans une situation avec une escroquerie au jugement pour quelqu'un qui aura souhaité obtenir une procédure alors qu'il n'était pas dans les critères. Le parquet peut avoir aussi un œil notamment sur la désignation, là je vais passer sur les organes de la procédure, et notamment sur le rôle que peuvent avoir certains créanciers contrôleurs, puisque la jurisprudence nous a démontré effectivement que certains créanciers se font désigner contrôleurs, pas pour l'intérêt de la procédure, mais pour leur propre intérêt. On peut s'interroger, savoir si dans cette hypothèse, on n'a pas un cheval de Troie. Et effectivement, quand il y a ce type de situation, il ne faut pas hésiter à solliciter le parquet pour qu'il puisse, là aussi c'est une procédure attitrée, demander la révocation de ce créancier contrôleur. Un point maintenant en particulier sur le problème de la comptabilité, qui pour moi est un élément clé de ces nouvelles dispositions, puisque dans ces deux procédures, il faut effectivement avoir une comptabilité uniforme. Alors, Madame le professeur Ouin-Bressan, merci d'avoir rappelé que la tenue de comptabilité est une obligation légale. C'est une disposition européenne qui est retranscrite dans notre droit national, même dans les droits des pays européens. Qui dit tenue de comptabilité dit aussi son pendant, c'est le dépôt des comptes sociaux. Là aussi, c'est un incontournable. La difficulté qu'on a, c'est qu'on a des entreprises qui tiennent leur comptabilité, mais qui ne déposent pas des comptes. Bon, ça, c'est infime. Mais on a surtout des entreprises qui ne déposent pas leurs comptes parce qu'ils n'ont pas pu tenir la comptabilité. Ils n'ont pas tenu la comptabilité, pourquoi? Parce que dans 9 cas sur 10, ils n'ont pas été en capacité de payer leur expert comptable. Donc dans ce genre de situation, bien évidemment, vous placez le curseur tout de suite sur la notion des taxations des paiements. Mais le non-dépôt des comptes sociaux doit aussi être un critère, pour moi, extrêmement important, qui doit être vérifié et contrôlé. Notamment dans le cadre de la prévention, parce qu'avant qu'on décide d'un mandat ou une conciliation, on a effectivement l'article L611-2 grand 2 qui permet notamment au président d'engager une procédure de dépôt des comptes sous astreinte. Alors, il apparaît, alors c'est de façon, ma réflexion est d'ordre général sur l'ensemble du territoire, que dans certaines régions, ce dispositif n'est pas mis en œuvre par les présidents. Donc moi, ça me pose souci quand même, mais je profite que tous les membres du bureau D4 soient là pour leur faire, moi aussi, j'ai le droit aussi de faire une petite demande, c'est que ce ne soit plus une possibilité, mais une obligation pour le président d'engager cette procédure, parce que, qu'on le veuille ou non, le non-dépôt des comptes sociaux est un des premiers outils de prévention, pour regard de ce que je viens de dire. Et ce qui pose problème, c'est que quand vous avez un président de tribunal de commerce qui ne le fait pas, c'est, me semble-t-il, en contradiction avec le discours de la Conférence nationale des tribunaux de commerce, puisqu'on nous dit que la prévention, c'est un cheval de bataille, mais on ne peut pas mettre ça comme une priorité nationale si on ne s'occupe pas du non-dépôt des comptes sociaux. Petit aparté, puisqu'on nous oppose souvent les dispositions françaises et belges
concernant le non-dépôt des comptes sociaux. En France, le non-dépôt des comptes sociaux, la réponse civile, elle est simple, c'est le dépôt des comptes sous astreinte, L611-2 grand 2, ou alors le L123-5-1 du Code de commerce, le référé injonction. Nos amis belges, la situation est totalement différente. Vous avez l'article 274 du Code des sociétés et des associations qui prévoit que, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, et après communication par la Chambre des entreprises en difficulté, le tribunal peut prononcer la dissolution d'une société. Donc, quand elle ne tient pas, elle ne dépose pas ses comptes. Donc, vous voyez que la réponse de nos voisins belges est beaucoup plus, je dirais, radicale, brutale, par rapport à nous. Notre dépôt des comptes sous astreinte, ou quand on bascule au pénal, c'est une contravention de 5e catégorie, 1 500 €. Donc, voilà. Dernier point, et j'en aurais terminé, il a été évoqué ce matin le problème de la cession du dirigeant sortant. Alors effectivement, on a eu une procédure éphémère permettant au dirigeant de présenter lui-même avec l'administrateur judiciaire une proposition. Alors c'est vrai que certaines procédures ont défrayé la chronique sur notamment est-ce qu'on peut céder une entreprise à un dirigeant sortant. Bon, ce dispositif, il est terminé, mais c'est toujours le ministère public qui peut reprendre la main, puisque c'est une disposition qui existait. Le ministère public le peut, bien évidemment. Moi, ça ne me choque pas, mais à condition que le dirigeant sortant ne soit pas à l'origine de la déconfiture, et si c'est la seule procédure, mais bien évidemment, il y a une ligne rouge à ne pas dépasser. Il est hors de question pour moi, magistrat du parquet, de soutenir un dirigeant qui sera à l'origine de la déconfiture. Il ne faudrait pas non plus qu'il vienne s'en servir après, comme par avant, en disant « vous ne pouvez pas aller me chercher en responsabilité puisque je viens de vous sauver une entreprise avec des salariés ». Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Alors en fait, la loi, toute la loi, rien que la loi, n'est-ce pas ? On peut résumer ça comme ça. N'est-ce pas ? Merci beaucoup. Donc c'était, vous voyez, on peut avoir une marge de manœuvre. D'interprétation dans l'application de la loi. C'est pas mal. Effectivement, on essaye de faire le plus possible en matière de temps. Donc, je vous remercie parce que finalement, vous avez répondu aux questions que je n'ai pas eu le temps de vous poser. Donc, c'est parfait. Merci beaucoup. Je fais beaucoup de prévention et d'anticipation. Ceux qui ne connaissent pas Christophe Delattre, effectivement, l'auront compris maintenant, en tout cas, de manière très claire et très formelle. Je rajouterai simplement, on aura compris aussi que le non-dépôt des comptes, en fait, ce n'est pas un signal faible, si je peux me permettre ce clin d'œil à ce matin. Et ce jeu de mots, c'est un signal fort de difficulté et de défaillance, en tout cas de cessation des paiements, en principe caractérisé par le non-paiement de la facture de l'expert comptable qui s'est arrêté du coup dans l'exercice de sa mission. Je pense que le président et M. Bonte ont quelques compléments d'informations à faire par rapport à la oui. Et oui. Merci, monsieur le professeur. Mais je pense que vous allez encore plus vite que moi, c'est très bien. En fait, voilà, il y a quelques petits éléments de réponse assez courts et assez brefs, effectivement, pour qu'on ait un tout petit peu de temps quand même de faire des échanges, cette partie de débat qui était prévue dans le programme. Donc, il n'est pas raisonnable, utile de la supprimer. Alors, très rapidement, monsieur le procureur me donne la possibilité du contradictoire et je l'en remercie. Sur le non-dépôt de comptes sociaux, rassurez-vous, ça tombe bien, j'ai justement vendredi matin une audience de 1500 comptes sous astreinte qui ont été convoqués et qui vont certainement m'éclairer sur le fait de m'expliquer pourquoi ils ne l'ont pas déposé. Et je tiens ces audiences à peu près trimestriellement, elles sont chronophages, mais elles sont indispensables. Et le non-dépôt des comptes sociaux, rassurez-vous, monsieur le procureur, fait partie de nos signalements habituels que l'on met dans notre coefficientage pour enclencher une convocation en prévention. Donc là-dessus, j'espère vous rassurer. Sur la confidentialité, je sais très bien que nos avis ne sont pas forcément pareils. Vous y tenez beaucoup à ce qu'elle soit levée systématiquement ou presque dogmatiquement. Ça n'est pas mon cas. Je considère que la confidentialité, c'est sacré pour une raison simple, c'est que lorsque je reçois un dirigeant que l'on veut inciter à venir le plus vite et en amont possible au tribunal, sachant qu'il a peur du tribunal, et souvent, on l'a dit tout à l'heure, c'est celui qui est souvent le plus vertueux qui a le plus peur.
Pour l'inciter à venir, lorsqu'il vient dans mon bureau, je lui dis « Monsieur ou Madame, parlez sans crainte. Tout ce que vous dites ici dans ce bureau restera entre nous. » De telle manière que l'entretien soit utile et productif, pour qu'ils me disent tout. Alors évidemment, la confidentialité, c'est quelque chose de sacré pour moi. 611-15. Maintenant, vous évoquez la sauvegarde accélérée, avec préalablement la conciliation qui la précède. Mais si je ne m'abuse, dans la conciliation, vous l'avez souligné vous-même, l'avis sur la rémunération de l'administrateur judiciaire est sujet à la demande du parquet, qui lui-même se prononce sur ce sujet et qui ne manque jamais de me rappeler de veiller à ce que les conditions d'ouverture d'une conciliation, c'est-à-dire de ne pas être en état de cessation des paiements de plus de 45 jours, soient respectées. Ce qu'en fonction, effectivement, vous l'avez rappelé, des éléments en ma possession, j'essaye de réunir. Si jamais ça se passe mal, j'ai monsieur le procureur Bonnet qui est avec nous aujourd'hui, qui nous fait l'honneur de nous écouter aujourd'hui, avec lequel je suis en relation évidemment régulière. Les conciliations font l'objet de contacts réguliers entre lui et moi pour parler de l'évolution de ces dossiers en respectant toute la confidentialité. Alors après, dans le cadre de l'ouverture de la procédure elle-même, eh bien, je peux me dire de manière assez rassurée que le ministère public est au courant de l'affaire, puisque dans le cadre de la conciliation, il y a eu dialogue entre le ministère public et le président du tribunal, tout en respectant la confidentialité. Alors ensuite, évidemment, le rapport qui va être fait par l'administrateur judiciaire, c'est de la responsabilité de l'administrateur judiciaire, mais pas du président. J'ai le même problème sur une procédure qui s'appelle la procédure accélérée au fond, ce qu'on appelle la PAF, l'ancien jugement à la forme des référés. Là, on est en conciliation, on vient me demander 24 mois de délai. Et puis vous avez des créanciers qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Moi, je souhaiterais que telle société vienne à me payer, par exemple, mon loyer. » On a beaucoup de bailleurs en ce moment qui disent « Je souhaite que mon bail, que mes loyers soient payés immédiatement parce que j'ai des raisons spécifiques. » Alors on l'a dit ce matin, c'est du cas par cas, cette procédure accélérée au fond. Mais dans ce cas-là, je suis coincé, moi, entre la problématique de la confidentialité et j'ai un rapport de l'administrateur judiciaire en procédure accélérée au fond qui vient dire si, oui ou non, il faut, selon lui, accorder des délais pour tel ou tel créancier par rapport à la situation qui est la sienne vis-à-vis du débiteur ou pas. Et donc, il faut faire très attention à ne pas non plus faire en sorte que la partie adverse n'ait des renseignements qui sortent de la confidentialité. Donc, on demande au président des tribunaux un équilibrisme qui est extrêmement difficile à respecter, qu'on tâche de respecter dans la mesure du possible, mais c'est un peu schizophrène, avouez-le. Alors, d'un autre côté, si maintenant une circulaire venait à dire « Eh bien, il faut systématiquement lever la confidentialité comme vous le souhaitez dans le cadre d'une ouverture de sauvegarde accélérée », on s'y pliera bien volontiers. Mais ça va un petit peu décourager les dirigeants qui sont encore moins incités à venir au tribunal pour recourir à une procédure de prévention, puisque par définition, le principal axe de réussite d'une procédure de conciliation amiable, c'est la confidentialité. Si à chaque fois elle est levée, eh bien on lui fait perdre immédiatement de son intérêt. À ce moment-là, il faudra que le législateur choisisse entre deux mots, parce que je pense que, pour moi, le 611-15 est un article qu'il convient de respecter. Voilà mon point de vue. Monsieur le Président, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le L611-15, il faut vraiment le respecter coûte que coûte, puisque c'est la confidentialité qui est un petit peu le gage de la réussite d'une mesure préventive. Mais une fois que la procédure elle est ouverte, d'abord, tous les accords qui ont été pris ne tiennent plus, puisque de toute façon, les créanciers, c'est la procédure collective. Ils vont devoir déclarer comme tout le monde, ils vont devoir... voilà, ils n'auront pas de droit particulier. Maintenant, il ne faut pas faire croire aux gens qu'on va mettre ce qui s'est passé dans la confidentialité sur la place publique, puisque la confidentialité est levée à l'égard de qui ? Du tribunal et du parquet. Point. Donc, pour nous, pour moi, magistrat du parquet, la levée de la confidentialité, c'est simplement pour m'assurer que dans le cadre de la mesure de conciliation, il n'y a pas eu des choses qui seraient contraires à la loi. Et il y a très peu de dossiers, je n'ai pas de souvenir de dossiers où on est bougé après la levée.
Voilà, donc c'est peut-être un faux problème, mais je pointe simplement les nouvelles dispositions, qu'on m'explique si effectivement la confidentialité, il faut la respecter coûte que coûte, comment on va faire? Comment le conciliateur qui est tenu à la confidentialité, à l'égard du dirigeant, à l'égard puis de son conseil, puis des créanciers qui participent à la conciliation, qu'on m'explique comment il va pouvoir faire un rapport en évoquant des points qui sont frappés par la confidentialité. Là, si on trouve une solution sans lever la confidentialité, je signe tout de suite. Merci bien. Est-ce que monsieur... Ah oui. Quelques... Ça va aller très très vite. Très vite, s'il vous plaît. C'est simplement pour dire que j'aime bien les Belges qui forcent les sociétés à avoir des comptabilités. Et souvent, on dit, en procédure collective, on dit souvent que les débiteurs n'ont pas de comptabilité sur les 18 derniers mois. La réponse, elle est simple. Quand vous savez que vous allez aller en redressement judiciaire ou en liquidation, vous savez aussi que vous avez une période suspecte de 18 mois, donc il ne faut plus de comptabilité qui remonte à moins de 18 mois. Comme ça, vous êtes sûr que les mandataires ou les administrateurs n'iront pas jeter un coup d'œil dans votre comptabilité pour vérifier ce que vous avez éventuellement fait dans les 18 derniers mois. Donc c'est une volonté, c'est pas parce qu'ils n'ont pas les sous, c'est simplement une volonté. C'était juste ce petit point que je voulais. Merci beaucoup. Donc, une première question. Oui, Frédéric Beauvillet. J'ai une micro-question pour le président Feldman, mais qui va aussi intéresser M. Delattre. J'ai été passionné par vos éléments statistiques, qui sont vraiment très très évocateurs de tout ce qu'on a pu évoquer aujourd'hui. J'ai une petite question statistique. Est-ce que vous connaissez le nombre d'entrepreneurs individuels concernés par les procédures collectives, puisque on ne distingue pas du tout dans les éléments statistiques que vous avez les sociétés et les entrepreneurs individuels? Moi, j'ai cru retenir qu'il y avait une entreprise sur deux qui était une entreprise individuelle. Alors, ça serait intéressant de savoir si on retrouve cet élément statistique dans les procédures collectives, et ça a un impact sur toute la discussion qu'on a, parce qu'il ne vous échappe pas que les entrepreneurs individuels n'ont pas l'obligation de déposer leurs comptes sociaux. Est-ce que vous avez cet élément à nous fournir ou pas? Alors non, effectivement, je n'ai pas le distinguo pour les toutes petites structures et les entrepreneurs individuels. Il est exact que nous avons quand même beaucoup de sociétés qui déposent à titre individuel ou qui sont prises un petit peu plutôt par assignation en redressement ou citées à comparaître et suite à enquête préfaillite parce qu'ils n'arrivent pas à payer leurs créanciers, mais je n'ai pas de statistiques précises. Cependant, encore une fois, je répète bien, en 2019, sur 46 500 dépôts de bilan, vous avez à peu près 90% d'entreprises qui avaient moins de 10 salariés. Ce qui est donc quand même le focus le plus important. Et encore une fois, je rappelle aussi une autre statistique, j'ai oublié de le dire, rien que sur l'île Métropole. Depuis que ce tribunal existe en tant que tel juridiquement, c'est-à-dire le 1er janvier 2013, puisqu'il fait l'objet d'une fusion volontaire des juges du tribunal de Lille et de Roubaix-Tourcoing, eh bien, ce tribunal a connu des procédures collectives qui ont concerné globalement 30 000 salariés sur 9 ans. Dans le même temps, les procédures amiables, ont concerné près de 100 000 salariés. Le ratio va de 1 à 3. Dans les 30 000 salariés, il y en a malheureusement 75% qui sont passés par Pôle emploi. Dans les 100 000 salariés, il n'y en a que 25% qui sont passés par Pôle emploi. Ces deux chiffres parlent à eux tout seuls. Prévenons, prévenons, prévenons. Merci, Monsieur le Président. Une question. Je peux... Oui, pour M. Delattre. Jean-François Clunaker, président Adoué. Vous pouvez vous représenter parce que c'est enregistré. Oui, Jean-François Clunaker, président Adoué, tribunal de commerce. J'ai un peu de mal avec la confidentialité. J'ouvre des procédures, j'ouvre la procédure, j'ai qui en face de moi? J'ai mes deux assesseurs à droite et à gauche. À gauche, j'ai le procureur. En face de moi, j'ai le débiteur. Et par rapport à qui j'ai une confidentialité? Vous devez lever la confidentialité. J'ai bien compris que c'était par rapport à vous et que vous vouliez être au courant de ce qui s'est passé avant. Mais hors ça, lever la confidentialité, qui j'ai en face de moi qui ne soit pas au courant de ce qui se passe déjà? Oui, déjà, le magistrat du parquet, il a connaissance de l'ouverture possible d'une conciliation quand on lui demande son avis sur la rémunération, mais le reste de la procédure, après, il n'y a pas de rapport qui lui est adressé.
Donc, quand vous avez l'ouverture de la procédure, effectivement, la levée de la confidentialité, ça va concerner le tribunal et le ministère public. Et encore une fois, là, moi, je n'ai pas du tout de gêne avec ça. Je suis tout à fait très à l'aise avec ça, d'ailleurs. À partir du moment où la procédure collective elle est ouverte, il n'y a plus besoin de confidentialité. Et encore une fois, si la confidentialité elle est levée, c'est uniquement pour voir s'il n'y a pas eu d'actes anormaux, notamment qui se sont faits dans le cadre de la procédure de confidentialité. Moi, j'ai souvenir, notamment à Lille, de dossiers où la confidentialité elle a été levée. Et ça a permis notamment, suite à une tierce opposition, de démontrer qu'en réalité, les informations qui nous avaient été transmises lors de l'ouverture, elles ne correspondaient pas à la réalité de la situation. Notamment, c'était sur une tierce opposition. Et la levée de la confidentialité a été tout à fait utile pour, effectivement, notamment remettre dans bon ordre le dossier. Parce que, là encore, cette levée de confidentialité, c'est pas du voyeurisme. Moi, ce qui s'est passé, je veux dire, c'est le monde des affaires. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que l'on est dans le cadre d'une procédure judiciaire et que ce n'est pas parce que c'est l'ère de la prévention qu'il faut faire absolument de la conciliation en dehors des critères légaux. Et moi, ce qui me gêne effectivement, c'est qu'on puisse des fois trouver dans certaines procédures des choses qui ne sont pas normales. Donc, ça me paraît normal que le ministère public, garant de l'ordre public économique, puisse avoir un œil là-dessus, mais ce n'est pas pour autant qu'on va... c'est un faux problème, ce n'est pas du voyeurisme. Je veux dire, on a quand même le droit de savoir ce qui s'est passé et pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et donc, la levée de la confidentialité, c'est pour le parquet et le tribunal, et c'est absolument pas des informations qui sont divulguées sur la place publique. Donc, cet argument doit vous permettre de rassurer les dirigeants qui auraient peur d'aller en prévention en disant avec la confidentialité, elle peut être levée. Oui, je ne partage pas votre avis, encore une fois, monsieur le procureur, excusez-moi, mais tout simplement parce que la levée de la confidentialité, vous venez de citer un cas où à Lille ça a été fait. J'ai tendance à considérer avec mes collègues juges qu'elle s'impose lorsque le dirigeant, pendant la période de prévention, n'a pas joué le jeu ou a caché des choses. Et ça, on s'en aperçoit avec l'administrateur judiciaire. On n'a pas de coopération correcte de la part du dirigeant. Et dans ce cas-là, on découvre, pardonnez-moi l'expression, des cadavres dans le placard. À ce moment-là, il ne nous paraît pas du tout incongru, au contraire, de lever de la confidentialité, puisque là, on a une sorte de trahison de la part du dirigeant qui, en voilant les choses, en les cachant, n'a pas respecté le jeu, la règle du jeu qui consiste à dire « Monsieur ou Madame, parlez sans crainte, dites-moi tout de suite, pour éviter qu'après il y ait des problèmes, et en contrepartie, vous aurez la confidentialité. » D'autre part, dans les procédures de conciliation dont j'ai souvenir, et Dieu sait s'il y en a, il me semble que dans beaucoup de cas, le rapport qui m'est adressé par l'administrateur, il y a une copie pour le procureur de la République. On reste dans la confidentialité, on cite une évolution de procédure, mais la levée de la confidentialité systématique me paraît enfreindre cette règle de confidentialité. Donc je crois qu'il faut l'utiliser chez nous, en ce qui nous concerne. Pas de levée de confidentialité, sauf le cas que je viens d'expliquer. On reste pragmatique et on la lève si les nécessités du dossier et son évolution l'imposent, de telle manière que les règles du jeu soient parfaitement respectées. Parce qu'effectivement, le président Krumnacher a raison. On se trouve face à un dirigeant à qui on a dit au départ « on ne lèvera pas la confidentialité ». Bon, après, évidemment, vous allez me dire on est en chambre du Conseil, donc on est dans une certaine confidentialité, là aussi partagée, puisqu'on est avec le greffier, on est avec le procureur, on est avec différentes personnes qui sont astreintes au huis clos. Et les contrôleurs. Mais globalement, une fois que les carottes sont cuites, si je puis dire, et qu'on est passé en procédure collective, effectivement, tout s'étale, puisqu'on est dans une procédure où les choses sont mises au clair devant le tribunal. Et l'administrateur judiciaire, au fur et à mesure des rendez-vous qu'il peut y avoir en procédure, eh bien, va faire des rapports qui forcément prendront leur source sur ce qui s'est passé préalablement dans le rappel des faits et des événements. Et par conséquent, rien ne sera véritablement caché. Par conséquent, je crois qu'il faut respecter les étapes progressives des procédures en respectant également le 611-15. Merci. Monsieur Rossi ? Oui, je voudrais dire quelques mots, mais
ça a été dit, et puis vous le savez tous, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui me conduiraient à réagir à ce qui a été dit aujourd'hui, ce matin et maintenant. Je vais faire un tri, parce que sinon on est parti pour 3 heures. Un point. La chancellerie travaille sur les textes et essaie d'en éclairer l'interprétation par des circulaires. Ces circulaires, elles valent instruction au parquet. Donc le parquet, bien sûr, respecte les termes de la circulaire ou nous fait savoir qu'ils ne sont pas d'accord, et dans ce cas-là, on retravaille dessus. Les juges du siège n'ont pas à respecter une circulaire. Une circulaire est une doctrine administrative qui ne vaut pas grand-chose de plus que ça. Et donc il ne faut pas attendre de la circulaire qu'elle vienne se substituer au législateur au sens large du terme, c'est-à-dire le Parlement, ceux qui rédigent les ordonnances ou ceux qui rédigent les décrets. Les équipes qui rédigent ces documents, ces circulaires, sont à votre disposition pour toute interprétation sur des problèmes ponctuels que vous posez. C'est la règle pour le parquet, et le parquet le sait très bien et n'hésite pas à nous saisir de difficultés. Il n'y a pas que la doctrine, les auteurs, les universitaires, qui peuvent faire des analyses juridiques sur des difficultés comme celles que vous avez évoquées pour les problèmes de cession de fonds de commerce. Nos équipes sont aptes à le faire. Elles sont aptes à le faire à la demande des parquets, et c'est souvent une demande qui nous est faite. Elle est chronophage, elle exige une grande qualité, mais les équipes de la DSCS sont d'une grande qualité. Sinon, vous n'aurez pas les textes que vous avez aujourd'hui. Et de toute façon, nous travaillons avec vous. Ce qui est important aussi d'avoir à l'esprit, je crois, ce ne sont pas des conseils que je vous donne, ce sont des explications. C'est que vous avez forcément une vision tronquée des choses. La chancellerie a cette possibilité d'avoir une vision nationale, voire internationale. Et les problématiques que vous posez, par exemple, aujourd'hui, sont révélatrices de la nécessité d'avoir du recul. La question de la publicité des comptes est une question qui est sensible au niveau européen, qui oppose parfois Bercy à la chancellerie, et même au sein de Bercy, plusieurs directions. Et il est important qu'il y ait une politique cohérente au niveau national, qu'on n'ait pas une jurisprudence aussi, quelle que soit sa qualité à Lille, et une jurisprudence, quelle que soit sa qualité, à Marseille. Tout cela pour vous dire que n'hésitez pas à faire remonter les informations, les observations. La Conférence générale des juges consulaires de France a pris l'habitude de travailler avec nous. Nous avons travaillé avec vous et avec l'ensemble des acteurs, les administrateurs, les mandataires, les greffiers et l'AGS également, à l'époque où ça c'était facile de travailler avec eux. Et une plaisanterie évidemment pour les initier. Et nous avons réussi en quelques heures à sortir les ordonnances Covid. Donc, je veux dire, réellement, ne vous enfermez pas dans des problématiques locales. Essayons ensemble de dégager des lignes de bonnes pratiques. Voilà, pour terminer, nous sommes à votre disposition. Merci, merci Monsieur Rossi. Je pense qu'effectivement cette précision était très, très utile parce qu'en fait l'intérêt quand même dans un pays comme le nôtre, c'est de voir que la loi au sens large, hein, la loi et les textes d'application, les textes réglementaires, soient appliqués et soient interprétés de la même façon, quelle que soit la région et quelle que soit la juridiction. Et je dirais même quelle que soit la juridiction consulaire ou aujourd'hui les tribunaux judiciaires. Et ça, c'est vraiment très important, je pense. Y a-t-il encore d'autres questions ? Oui. Allez, encore une petite précision complémentaire. J'ai essayé de me raisonner, mais j'y arrive pas. Donc, je vais reprendre la parole sur la question de la confidentialité. Alors, je rassure le président du tribunal de commerce de Douai. Nous n'avons pas prévu un système de transparence totale sur
la façon dont se déroulent les conciliations. Ce qui est dit à la table de la négociation reste au sein de ce cercle limité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des informations qui seront utiles au tribunal. Et évidemment, le parquet doit en avoir également connaissance. Et c'est bien le tribunal qui est destinataire de cette semi-levée fonctionnelle de la conciliation. Il ne s'agit pas de tout sortir d'un seul coup et de tout déballer sur la table. Il s'agit, le texte est très précis, d'inviter le conciliateur à faire un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Il ne s'agit pas de dire comment ça s'est passé, ni comment ça s'est mal passé ou bien passé. Donc il faut quand même rester raisonnable sur cette question de confidentialité et bien voir que c'est l'intérêt du tribunal lui-même de savoir comment ça se passe. Et il y a un point sur lequel j'appelle votre attention, c'est la question du coût des procédures de conciliation. Parce qu'évidemment, ces procédures de règlement amiable, en général, sont des procédures qui sont efficaces. Mais on n'a pas réellement de connaissance du coût global de tout cela. Et c'est un sujet, vous le savez, les administrateurs judiciaires le savent, qui est un sujet qui a fait couler quand même beaucoup d'encre et qui a très fortement préoccupé le gouvernement au plus haut niveau de l'État. Tout cela a conduit à confier à un médiateur de crédit, un ancien médiateur de crédit, M. Ricol, une mission qui a débouché sur un rapport. Et ce rapport, et M. Richelme avait d'ailleurs conclu dans le même sens, ont bien mis l'accent sur le fait qu'il y a des conciliations qui sont d'un coût absolument insupportable. Absolument insupportable, sans que la connaissance de ce coût ne soit suffisamment assurée pour le tribunal et même pour le juge de la conciliation. Donc vous avez forcément à un moment donné un arbitrage à faire. Soit vous dites ça ne m'intéresse pas, la rémunération du conciliateur, c'est le débiteur qui l'accepte ou qui n'accepte pas, et tout ce qui est à la charge du débiteur, c'est son problème, moi ça ne m'intéresse pas. Mais il est clair qu'il y a des gens qui ne vont pas être contents. Parce que si jamais la conciliation n'aboutit pas, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura ouverture d'une procédure collective. Et s'il y a ouverture de procédure collective, il faut qu'il y ait de la trésorerie. Si la trésorerie est pompée au niveau de la conciliation, je n'ai pas de conclusion. Et il y a notamment un acteur qui ne va pas être content, c'est l'AGS. Il y a des équilibres à trouver. Je pense que le législateur, et je ne dis pas ça pour mes équipes ni pour moi, a été raisonnable. Nous avons fait effectivement une levée très fonctionnelle et très ponctuelle de la confidentialité dans l'intérêt du seul tribunal et du parquet, bien sûr, qui est associé dans mon esprit à cette notion de tribunal. Et je ne crois pas qu'il y ait là une source de scandale ni un risque de remise en cause du principe que le législateur français soit absolument conservé de la confidentialité. Merci beaucoup. Merci. S'il n'y a pas de questions, effectivement, j'ai peut-être profité pour rebondir sur quand même l'histoire du coût. C'est vrai que j'ai été aussi surprise de ne pas voir qu'il y avait davantage, je suis obligée de remettre le masque, mais davantage de prise en charge du coût, en tout cas un encouragement à la prise en charge de ces coûts, parce qu'en dehors du coût qui peut paraître parfois élevé dans certains dossiers, si le coût est justifié, je veux dire, si le travail est fait, c'est pas quelque chose à remettre en question. Par contre, je pense qu'effectivement, il faut davantage encourager à souscrire, par exemple, comme aux assurances santé entreprise, à souscrire à des assurances qui prennent en charge le coût de ces professionnels. Je pense que c'est une autre chose. C'est une idée comme une autre, mais en dehors du coût, parce qu'ils ne sont pas représentés aujourd'hui. Alors c'est pour ça aussi que je voudrais dire un mot. Peut-être qu'en conciliation, vous avez au moins, le ministère public a au moins le rapport, la possibilité d'avoir accès au rapport. Mais il faut penser que certains autres lanceurs d'alerte ne sont même pas au courant de cette conciliation. Je pense notamment, par exemple, au CSE. Au CSE qui est désigné dans la loi, enfin qui a en tout cas par la loi une faculté d'alerte, alors une alerte certes économique, mais une faculté d'alerte. Pourtant, il n'a communication de l'information que si, éventuellement en passant en sauvegarde accélérée, mais en tout cas, il n'a aucune information au stade de la conciliation.
Et je rebondis encore sur ça. Donc, on parle du lever de l'information, mais au moins, déjà ici, il y a un rapport d'autres parties prenantes pour moi à l'entreprise n'ont même pas cette information. Et aussi, autre chose, en pensant à cet acteur qui n'est peut-être pas là aujourd'hui, dans le nouveau texte, puisqu'on permet maintenant d'avoir une information dès la convocation à l'entretien pour le président du tribunal, il faut savoir que les personnes qui peuvent être consultées dès la convocation du chef d'entreprise, il y a le CSE. Dans le droit antérieur, il y avait les membres et représentants du personnel. Ça fait toute une différence. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de CSE ? Il me semblait que le CSE, justement, dans le cadre d'une conciliation, on n'avait pas intérêt à le mettre dans la boucle, justement pour éviter tout débordement social, en fait. Et c'est ce qu'on évite de faire, justement. On a des cas pratiques, en fait, d'entreprises dans lesquels on a évité, nous, région, enfin, on est au courant de dossiers confidentiels et on garde cette confidentialité, hein, M. Feldman le sait bien. Et on évite totalement de solliciter les représentants. Je pense qu'avec une obligation de secret, une obligation de confidentialité, pas de secret, avec une obligation de confidentialité, si on veut vraiment renforcer la détection, si on veut renforcer la prévention, si on veut en faire des lanceurs d'alerte, alors il faut vraiment... Non, mais attention, les lanceurs d'alerte en conciliation, moi je vous arrête tout de suite. Si vous mettez les CSE dans la procédure de prévention, imaginons mandat ad hoc ou conciliation, on met le feu aux poudres, parce que souvent, je vais vous donner un exemple, il nous arrive, nous, tribunal, avec le parquet, de devoir statuer sur la conversion éventuelle d'une procédure collective en liquidation judiciaire ou de discuter sur les plans de cession. Eh bien, la Voix du Nord, le matin même, avant même que le tribunal se soit réuni, vous donne le résultat du jugement sur lequel on n'a pas encore statué. Donc, il faut faire extrêmement attention. Vous risquez de déclencher une espèce d'information. Alors, les lanceurs d'alerte, je pense que les CSE ne s'en privent pas. Dans beaucoup de cas, vous avez des alertes qui sont bonnes ou pas bonnes, peu importe, mais qui, quelquefois, viennent tout de suite affoler qui ? L'assureur crédit, hein ? L'assureur crédit, vous êtes sûr le lendemain matin d'avoir le paiement au cul du camion. Donc, vous perdez votre crédit fournisseur. Votre crédit fournisseur, c'est 70% du cash de la société. Donc là, on met le feu aux poudres, on crée l'alerte dans toute la jungle, le tam-tam se répand partout, et ça peut être une fake news. On entend une vache braire, comme on dit. Et à ce moment-là, ça se répand. Donc il faut faire très attention. Actuellement, les IRP sont la plupart du temps, et les CSE, mis dans la confidence, si je puis dire. Lorsqu'il y a homologation d'une conciliation, c'est 48 heures avant que le tribunal ne se prononce. On ne peut pas dire qu'il ne soit pas tenu il est tenu au courant, il a l'information, mais il l'a en temps voulu. C'est-à-dire qu'on a essayé, dans la confidentialité, qui est encore une fois la véritable justification de la procédure amiable et de son succès, si vous la transgressez par la possibilité donnée à des lanceurs d'alerte ou à des organismes représentatifs du personnel qui n'ont pas forcément tous les éléments en main, si vous leur donnez la possibilité d'avoir les informations, eh bien on risque des dérives. Parce que la plupart du temps, les représentants du personnel vous disent qu'ils n'ont pas l'obligation de confidentialité, ils ont une obligation de discrétion. Ça veut dire que la Voix du Nord, Nord-Éclair, Le Monde, tout ça, les Échos, ils sont au courant tout de suite. Tout de suite. Donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent, Berthier, là-dessus. Voilà. Oui, mais l'obligation de confidentialité, la faire peser sur les représentants du personnel, ils vont peut-être pas vouloir forcément qu'elle s'applique à eux. Y a-t-il d'autres questions ? Donc, si nous n'avons plus de questions, je vous propose de faire une courte pause. Donc, je demande aux organisateurs qu'ils veuillent bien nous donner la marge de manœuvre. Une courte pause. Entre 10 et 15 minutes.